Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que tout simplement j'étais dans un premier temps occupée à fêter Noël et les fêtes de fin d'année avec ma famille. Puis par la suite j'ai tout simplement été malade et voilà. Donc me voici début février à vous filmer une vidéo. En espérant être un peu plus régulière par la suite, même si j'avoue que je pense ne jamais vraiment l'être, donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan culturel, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ça fait près de 3 mois si je dis pas de bêtises. Et on va donc discuter de lecture, mais aussi de films et de séries que j'ai pu voir et que j'ai trouvé intéressants ou pas du tout. Et donc on va débuter avec mes lectures et notamment les mangas que j'ai pu lire ces derniers temps. On débute donc avec les suites de séries manga que j'ai pu lire récemment, avec notamment Entre les lignes le tome 3. C'est une série qui sort dans la collection Life de chez Kana, ça peut vous donner une petite indication sur le style de récit. Et c'est un manga que j'attendais pas particulièrement, j'avais pas vraiment d'attente en le débutant. Et en fait j'adore suivre la relation entre les deux personnages principaux. Pour rappel, on suit une adolescente qui vient de perdre sa maman et qui par la force des choses est obligée de partir vivre chez sa tante, et on voit donc l'évolution de la relation entre ces deux personnages. Et je trouve ça hyper touchant, intéressant de voir ces deux femmes, de voir comment elles cohabitent. Et aussi je trouve qu'avec plus les tomes avancent et plus on voit le petit monde autour d'elles s'étendre, et on voit de plus en plus de relations et de liens. Et je trouve que c'est vraiment un récit intéressant, humain, touchant, et franchement peut-être pas, j'irai peut-être pas jusqu'à dire un de mes coups de cœur de l'année, mais clairement un des récits que j'aime suivre et peut-être une des meilleures séries en cours de publication actuellement, à mon humble avis en tout cas. On enchaîne avec une suite de séries dont je vous ai souvent parlé ici, donc je vais pas m'attarder énormément, mais juste pour vous confirmer un petit peu mon ressenti et peut-être le préciser un petit peu. Il s'agit donc de Tokyo Tarareba Girls, le tome 6. C'est un manga d'Akiko Higashimura, une autrice que j'aime particulièrement, dont je vous ai déjà parlé ici. J'ai fait une vidéo dédiée à cette autrice, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, Tokyo Tarareba Girls, c'est l'histoire de 3 femmes trentenaires qui cherchent l'amour, voilà, plus ou moins dans les grandes lignes. Et en fait, j'avoue qu'au départ, quand j'ai commencé le récit, les premiers 1, 2, 3 tomes, j'étais voilà un petit peu, comment dire, c'était pas un coup de cœur absolu. Je trouvais que c'était une série qui était sympa, qui était fraîche, mais je trouvais pas qu'elle abordait des thématiques qui pouvaient me porter et me donner vraiment envie de la hisser parmi mes séries chouchoutes de cette autrice. Et en fait c'était vraiment une grave erreur, parce que plus le récit avance et plus j'apprécie de voir les 3 héroïnes s'aider, être face à des problématiques de trentenaires dans une société sexiste. Et vraiment j'aime beaucoup ce récit, c'est vraiment toujours un plaisir de lire les tomes. Et franchement je pense que c'était une erreur de ne pas considérer cette série comme une de mes favorites de l'autrice, même si en vrai j'aime toutes ces séries, parce que vraiment c'est vraiment un coup de cœur et je suis toujours hyper pressée de lire les tomes, et ce tome 6 ne fait donc pas exception et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Dernière suite qui n'en est pas vraiment une en fait, puisqu'il s'agit plutôt d'un préquel, mais on peut pas vraiment dire que c'est une série totalement inconnue du lectorat français. Il s'agit de New Love New Life, qui est en fait le préquel de First Job New Life, qui était sorti dans la collection Life de chez Kana et qui sort aussi dans la collection Life de chez Kana. Le tome 1 du préquel vient donc de sortir et j'ai eu l'occasion de le lire. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien tout simplement, moi déjà il faut savoir que j'ai apprécié First Job New Life. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvaient pas ça forcément exceptionnel. Je vous l'accorde, c'est pas forcément le récit le plus profond et le plus marquant que j'ai pu avoir dans ma vie, mais il n'empêche qu'en 4 tomes c'était une série que j'appréciais, qui a su peut-être pas, j'irai pas jusqu'à dire me passionner, mais me donner envie de lire la suite, et qui avait quelque chose de très frais, de touchant, et voilà. Franchement ça avait été une très bonne série pour moi, j'avais aimé ma lecture sans en faire un coup de cœur évidemment. Et qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ce préquel? Donc j'ai seulement lu le tome 1 à ce stade et j'ai aimé, voilà, tout simplement. J'ai retrouvé les choses que j'aimais dans First Job New Life, j'ai retrouvé des personnages que j'appréciais dans First Job New Life, et voilà, c'est juste un petit cocktail avec un assortiment un peu différent mais qui ressemble plus ou moins à ce que j'avais aimé dans la série.
Donc voilà, je ne suis pas déçue. J'espère quand même qu'on aura des petits éléments qui sont un petit peu différents et qui me donneront un petit peu l'envie de continuer pour ne pas lire 2 fois le même récit. Mais en tout cas, à ce stade de l'histoire, j'aime vraiment et je pense continuer jusqu'à la fin. Toujours parmi les nouveautés, on parle ici du nouveau manga de l'autrice de Mushishi et de Underwater. Il faut savoir que moi personnellement j'avais bien aimé Underwater, sans que ce soit un immense coup de cœur, mais j'ai trouvé ça sympa. J'avais adoré l'anime de Mushishi, mais je n'ai pas lu les mangas, je suis en train de les compléter là petit à petit. Et donc j'attendais avec impatience de découvrir son nouveau titre, Flow, qui nous parle en fait d'un homme qui est capable de détecter les flots, qui sont en fait des petites créatures, des créatures un peu magiques qui posent des problèmes dans notre quotidien et voilà. Alors il faut savoir que j'ai trouvé ce récit très sympa, c'était vraiment encore une fois très poétique comme elle sait le faire, enfin voilà, ça fonctionnait très bien. Mais je pense que toute personne ayant lu Mushishi ou ayant vu l'anime sera en mesure de vous dire la même chose, à savoir ça ressemble énormément à ce qu'elle a déjà fait. Je trouve pas que ce soit mal fait ou que ce soit voilà, problématique, mais voilà, si voilà, ces 2 séries, Mushishi et Flow, se ressemblent pas mal dans le concept à la base, où on suit quelqu'un qui est en mesure de communiquer avec ces créatures magiques et de résoudre des problèmes que le commun des mortels ne peut pas résoudre. C'est un système qui fonctionne, c'est un récit qui est sympa, je vais continuer de lire la suite, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le même concept, ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a déjà fait. Mais pour autant ça me plaît et je vais continuer de lire cette série que j'ai quand même trouvé très chouette et qui de toute façon je crois est plus courte que Mushishi, donc de toute façon je ne m'embarque pas dans un récit à rallonge qui risque de tourner en rond. Donc c'est peut-être l'occasion de débuter un récit de cette autrice et de découvrir son univers avec un titre plus court. Donc voilà, une bonne série mais pas un coup de cœur non plus. On passe désormais à ma lecture la plus récente puisque je l'ai lue entre hier et aujourd'hui. Il s'agit des 9 premiers volumes de Yona Princesse de l'Aube, qui est un titre que je connaissais un petit peu déjà puisque j'ai vu l'anime quand j'étais au lycée. Et l'anime, du coup qui correspond à une seule saison, adapte à peu près les 8 premiers tomes. Donc ce que j'ai lu actuellement c'est des choses que je connaissais et je vais passer à des choses plus de la découverte quoi. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la série, Yona nous parle tout simplement de Yona qui est une princesse et qui vit paisiblement dans le royaume de son père, où elle a de super relations avec, elle s'entend super bien avec ses amis, tout va bien, elle est très naïve, elle ne connaît rien du monde mais elle s'en fiche puisque de toute façon elle est destinée à régner et à vivre sa vie sereinement au palais, jusqu'au jour où des personnes au sein du château, je ne dirais pas qui parce que ça fait partie des éléments importants, assassinent le roi, et ce qui va pousser notre héroïne à fuir le palais et essayer de survivre. Cela va l'emmener très loin puisqu'elle va devoir répondre à l'appel d'une prophétie qui lui fera découvrir de nouveaux personnages et voilà, je n'en dis pas plus. C'est un récit qui franchement est hyper prenant, qui est épique, qui est un des rares shoujo d'aventure qui existent actuellement sur le marché et qui a l'air de marcher, hein, et que Pika n'a pas abandonné aussi, ça change un peu. Mais voilà, c'est vraiment un titre intéressant, je vous le recommande vraiment si vous avez envie de vous plonger dans une série longue et vraiment de vous laisser porter. Moi personnellement j'avais un peu du mal à lire ces derniers temps et vraiment c'était le genre de récit dont j'avais besoin. Parce que voilà, un truc aussi épique ça vous porte et vous n'avez même pas besoin de faire l'effort de lire. Et vraiment c'est un titre que j'apprécie, qui est vraiment sympa, très frais, mais, puisqu'il y a un mais, qui souffre un petit peu de sa comparaison avec Bazara. Il faut savoir que Yona Princesse de l'Aube, honnêtement c'est hyper inspiré de ce qu'a fait Yumi Tamura avec Bazara. En effet on retrouve vraiment des éléments communs, que ce soit dans le développement des personnages, dans les chara design, enfin vraiment c'est très très proche. Et en fait je dirais que Bazara est la version un peu plus sérieuse de l'histoire, là où Yona est la version un peu plus comique, un peu plus légère, mais qui fonctionne très bien et qui fait de ces deux œuvres très intéressantes et que je conseille toutes les deux.
Et d'ailleurs je pourrais peut-être vous faire une vidéo une fois que j'aurai lu Yona où je compare un petit peu les deux récits pour voir les points communs et les différences qui font que ces deux œuvres sont toutes les deux intéressantes. Et fun fact, même l'intérieur des jaquettes, enfin le livre en lui-même, possède un motif sur les tomes de Yona et sur les tomes de Basara qui se ressemblent énormément pour vous dire à quel point les deux récits se ressemblent beaucoup. C'est comme si vraiment l'autrice avait pris des éléments de Basara, avait mélangé tout dans une grande boîte et avait refait une autre histoire à partir de ça. C'est voilà. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ma lecture de Yona et j'espère découvrir plein de nouvelles choses hyper intéressantes dans la suite des tomes. Bon, la lumière a peut-être un peu changé parce qu'en fait je suis partie parce que j'avais plus de batterie. Entre temps le soleil a baissé, il s'est mis à pleuvoir et du coup je me suis pris la pluie, donc voilà, ça risque de changer un petit peu. Du coup on enchaîne avec les choses qui ne sont pas des mangas mais qui sont toujours des lectures, avec le titre Sleepless qui est sorti aux éditions Urban dans leur collection qui se veut un peu young adulte dont j'ai oublié le nom, Urban Link, voilà. Et c'est un titre qui m'intéressait notamment, déjà la couverture, je trouvais que la couverture était très belle, voilà, et on se retrouve dans un monde un peu fantastique où on suit une princesse qui a un chevalier servant qui est un indormi. C'est un chevalier qui a prêté serment et qui du coup ne dort plus du tout et a des capacités spéciales. Et voilà, il va y avoir un petit complot politique, nanani nanana. Et ça s'annonçait comme un truc plutôt sympa, les dessins étaient beaux et tout, enfin vraiment j'étais curieuse et j'avais pas vraiment eu de retour à son sujet, donc c'est vraiment juste par intérêt pour les dessins et le synopsis qui me paraissait sympa, le fait que c'était un one shot, que je me suis tenté ce petit one shot. Et bon, je vous avoue que ça n'a pas été un grand coup de cœur, c'était pas non plus un calvaire à lire, mais j'ai trouvé que c'était un peu faiblard quoi. Le principe des chevaliers endormis était pas forcément... c'était quand même l'originalité du récit, d'avoir ce concept de personnage qui prête serment et voilà, et au final ça apportait pas grand chose. Enfin, j'ai pas été transcendée par ce titre. Par contre, j'ai trouvé les dessins très beaux, l'héroïne est magnifique et hyper belle enfin hyper bien représentée. Enfin, je trouve que vraiment c'était des belles planches, mais voilà, c'est une lecture sympa. Si par exemple vous tombez dessus d'occasion et que vous avez envie de lire un petit one shot, ça peut se tenter. Mais c'est pas une révélation pour moi, ça ne révolutionne pas le fantastique et voilà. Ensuite, un autre récit fantastique avec un personnage féminin à son centre, il s'agit de Ténébreuse, qui est une BD qui m'a attirée pour la simple et bonne raison que je vous en ai parlé je crois dans ma vidéo précédente. C'était par le scénariste de Podom que j'ai beaucoup aimé. Et du coup c'est une série qui est en plusieurs volumes, donc ça va quand même un petit peu influencer mon jugement puisque là j'ai lu seulement le premier volume. Donc Ténébreuse, ça nous parle d'un chevalier déchu, on ne sait pas encore au stade où j'en suis exactement ce qui s'est passé dans sa vie, mais qui a fait que voilà, il n'a plus ce statut là, et qui rencontre une jeune fille qui se révèle être une princesse par la suite, qui a une sorte de malédiction un peu étrange. Alors voilà, donc à ce stade, comme j'en suis au premier tome, il n'y a pas non plus des tonnes de choses à dire, mais c'est un univers fantastique qui m'a attirée. Pareil, j'ai vu beaucoup de très belles planches, j'ai bien accroché à l'univers, voilà, et que ce soit esthétique ou par le scénario, mais j'avoue que c'est vraiment un tome hyper introductif, donc à ce stade je peux pas vraiment me prononcer, je sais pas si ça va être une révélation dans ma vie ou pas, mais en tout cas voilà, à ce stade ça fait le taf, c'est plutôt sympa, à voir si ce sera un coup de cœur au même titre que Podom l'a pu l'être précédemment. On continue avec tout ce qui est séries et films. Je débute avec la série qui a marqué ce mois de janvier pour moi, puisque comme j'étais malade, je ne pouvais pas vraiment faire autre chose que glander devant un écran. Et The Office a été pour moi une série d'une grande importance, puisque ça m'a permis d'affronter le Covid sereinement et de rire. Je pensais pas autant apprécier parce qu'à la base je suis pas une grande fan de comédie, c'est pas du tout le genre de choses que j'apprécie voir ou même lire, mais quand c'est bien fait j'avoue que j'apprécie tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas, The Office, on suit tout simplement la vie de bureau d'un petit groupe de gens.
Et c'est très drôle, vraiment j'ai trouvé ça hilarant, j'ai accroché, j'ai trouvé ça touchant par certains moments parce qu'on a vraiment des développements de personnages qui sont hyper sympas et juste voilà j'ai trouvé ça génial. La saison 1 pour ceux qui débuteraient est un peu en dessous du reste, même si voilà c'est quand même dans la veine, mais beaucoup de gens et moi aussi commencent à vraiment apprécier la série à partir de la saison 2. Et personnellement, pour ceux qui ont vu The Office, sachez que je me suis arrêtée à la fin de la saison 7 pour des raisons que je ne révélerai pas ici, mais je considère que les 2 dernières saisons, bah, j'ai pas envie de les voir. Voilà. Sur ce, je passe à autre chose, puisque je vais vous parler d'une autre série que j'ai vue en lien avec The Office, puisque c'est quand même la série préférée de Dwight. Il s'agit de Battlestar Galactica. Ça fait un petit moment que mon copain m'en parlait, juste parce que lui il avait vu le début, mais il avait bien aimé, mais il n'avait pas eu l'occasion de continuer. Et moi du coup, comme j'en ai entendu parler dans The Office, je m'étais dit pourquoi pas enchaîner avec ça. Et du coup, pour vous faire un peu le topo, c'est une série qui est assez ancienne et on y suit un groupe d'humains qui essayent de survivre à une menace, puisque à la base ils vivaient sur une planète et ils sont fait attaquer par des robots qui ont été créés à la base par les humains et qui ont un peu muté et qui s'en prennent à eux désormais. Ils sont poursuivis et ils essayent de survivre à ça. Et du coup on suit un peu la vie des derniers survivants. C'est une série que je trouve vraiment sympa, déjà parce que je suis pas une grande fan non plus de trucs dans l'espace, de science-fiction en général. Enfin, je vais en parler un peu plus avec la série de films dont je vous parlerai après. Et en fait j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a de très bons développements de personnages. Il y a un petit côté vraiment slice of life où on voit vraiment les personnages échanger entre eux. Ça fait vraiment un peu huis clos dans ce vaisseau où tout le monde échange entre l'un et l'autre. Il y a des rivalités, ce genre de choses. Et franchement j'ai vraiment bien aimé. Pour le moment j'en suis à la fin de la saison 2 si je dis pas de bêtises, et je vais continuer parce que voilà j'aime bien, c'est sympa et ça me fait plaisir de voir la série préférée d'un de mes personnages préférés de The Office, qui est peut-être aussi une de mes séries préférées. Et enfin on passe aux films, et notamment à une série de films. Donc j'ai voulu regarder les films Star Wars parce que pendant longtemps en fait je pensais ne pas aimer la science-fiction, notamment ce qui se passe dans l'espace. Mais avec Destination Terra je me suis dit bon, il faut que je redonne sa chance à des choses un peu cultes que j'ai vues par le passé et que bon j'avais pas forcément apprécié. Et donc j'ai vu la trilogie et la prélogie. Et je vais pas vous faire de résumé, je pense que tout le monde connaît, mais comment vous dire que j'ai détesté. Vraiment j'aurais trop aimé adhérer à l'univers et tout, mais vraiment c'est des films qui ne me correspondent absolument pas. Mais en tout cas de visionner Star Wars ça m'a quand même permis une chose, à savoir de comprendre que mon problème ne venait pas de la science-fiction et voilà ce genre en lui-même, mais vraiment des films Star Wars qui m'avaient donné une certaine image de ce qu'était la science-fiction et qui du coup me freinait pas mal, alors qu'en fait bah, c'est les films Star Wars que j'aime pas et pas la science-fiction en général. Donc voilà, j'ai hyper envie de découvrir d'autres œuvres de SF, et surtout voilà, sachez que je n'aime pas du tout Star Wars. Vraiment ça a été insupportable pour moi. Vraiment j'ai juste détesté, je me suis forcée à regarder jusqu'au bout parce que vraiment c'est vraiment pas mon style. Je sais pas, rien que l'univers esthétique me parle pas, je trouve que les personnages sont pas intéressants, je trouve que vraiment les scènes piou 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 dans l'espace avec les petits vaisseaux qui volent c'est chiant à mourir, les combats je trouve qu'ils sont pas... Les combats sont pas prenants. Je pense que par contre c'est aussi une de mes... En fait j'ai regardé beaucoup d'animés japonais et je pense que j'ai quand même des attentes spécifiques dans la façon de mettre en scène un combat, et je pense que du coup je suis très attachée à la façon dont les japonais mettent en scène les combats, et du coup j'ai trouvé ça très chiant dans Star Wars. Enfin bon, j'ai pas du tout aimé, voilà. En tout cas je sais que maintenant c'est pas la SF le problème, mais c'est bien Star Wars. Donc ensuite dans ma phase maladie où je passais beaucoup trop de temps sur mon écran à enchaîner les séries et les films pour essayer de survivre, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de me faire le MCU, puisque je ne connaissais pas du tout. En fait moi les films de super-héros à la base c'était pas du tout un truc que je regardais, voilà, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et bah, en ayant regardé certains X-Men et les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai eu envie d'en voir un peu plus. Et donc c'était le moment de s'y mettre, donc on a commencé par Iron Man, du coup le premier.
Jusqu'ici ça allait à peu près, c'est-à-dire que c'était pas un coup de cœur absolu, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment se crée un super-héros et un peu voir son évolution. Donc ça allait, c'était pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai regardé ça sans trop de problèmes. Et le deuxième Iron Man est arrivé. Comment vous dire? J'ai juste détesté, c'était le rythme, la façon dont étaient orchestrés les combats, j'ai vraiment pas accroché et j'ai juste pas continué en fait de regarder ce film. Et je me suis donc arrêtée là dans ma quête du MCU. Et voilà, désolée, je m'arrête ici. Je n'aurai pas grand chose de plus à dire sur cela parce que j'ai même pas regardé le film en entier. Mais voilà. Et enfin, on a regardé un autre film que j'ai trouvé sympa, franchement j'ai bien aimé, il s'agit de Collatéral, qui est certainement encore une fois un film que tout le monde a déjà vu. C'est un film qui est assez haletant puisque en fait on suit un personnage qui va se retrouver embarqué malgré lui dans une affaire criminelle, voilà, où il va devoir accompagner un assassin, enfin un tueur. Et en fait voilà, il va s'enchaîner tout plein de situations qui vont l'enfoncer encore un peu plus dans le crime. Et le dénouement final se veut un peu spectaculaire. Personnellement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa. J'ai trouvé que la fin était un petit peu... ça faisait un peu beaucoup de coïncidences, mais sinon c'était un film super sympa à regarder, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé voir la relation entre les deux personnages principaux, le côté un petit peu... pas huis clos parce qu'on peut pas vraiment parler de huis clos, mais le fait que ça se passe en une seule nuit et que voilà, toute l'action soit concentrée sur cette nuit là. Et non franchement c'était un bon film, j'ai vraiment apprécié mon visionnage et voilà. C'est ainsi que s'achève mon bilan culturel. Je reviens donc avec un bilan culturel parce que je trouve que c'est plus simple pour moi de revenir avec ça, voilà. Mais j'ai d'autres vidéos de prévues qui arriveront par la suite, donc ne vous faites pas de soucis, ça arrive. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser un commentaire en me disant quelles ont été vos lectures, visionnages récents. Je serais curieuse de découvrir des choses et ce que vous pensez évidemment de ce que j'ai pu voir, si vous êtes du même avis ou pas du tout. Et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.